Le tennis se porte relativement bien en ce début d'Open d'Australie. Wow, what a beautiful view I have. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Tennis Trip où on débriefe le premier tour de l'Open d'Australie. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les conditions météorologiques que vous allez peut-être entendre. Il y a une tempête dehors qui fait que je pense que vous allez entendre quelques bourrasques pendant la vidéo. Je vais faire au mieux au montage pour ne pas que vous les entendiez. Cependant, s'il y en a quelques-unes qui passent les mailles du filet, vous m'en excuserez. J'ai mon petit carnet de notes avec moi, je ne pouvais pas tout retenir, donc si vous me voyez lire de temps en temps, c'est normal, pas d'inquiétude. On commence tout de suite avec nos Français qui pour certains ont performé. Je pense notamment à Elsa Jacquemot et Arthur Géa. Elsa Jacquemot s'est imposée face à Kostiuk au premier tour de cet Open d'Australie. Une Kostiuk certes diminuée, mais une Elsa Jacquemot qui a su aller au mental chercher ce match pour signer sa plus grande victoire en carrière, ce qui n'est pas rien, on la félicite. Bravo Elsa. Arthur Géa, lui, s'est imposé face au 19e mondial, Jiří Leška. Pas en 4, pas en 5-7, en 3-7. Une victoire en 3-7 incisive, un niveau de jeu absolument extraordinaire. On ne lui souhaite que du bonheur pour les prochains tours, même si il affrontera une légende. Le match appartiendra à l'histoire. Corentin Moutet, Quentin Alice, Alexandre Müller ont signé également des victoires au premier tour. Valentin Vachereau, même s'il n'est pas vraiment français, il est monégasque, mais vous comprenez ce que je veux dire, s'est également imposé à son premier tour. Contrairement à ce que j'avais dit, Hugo Humbert a pris la foudre face à Shelton en 3-7. Je savais pas s'il allait gagner, mais je pensais quand même pas que ça allait se finir en 3-7. Je vous avoue que j'ai été un peu surprise. Mpetshi Baikar et Gaël Monfils se sont également inclinés au premier tour. Gaël Monfils qui faisait ses adieux à Melbourne dans une ambiance monfesque, j'ai envie de vous dire. On a une autre française qui affrontait la numéro 1 mondiale. Sarah Rakotomanga affrontait Aryna Sabalenka. J'ai eu un petit espoir dans le premier set de voir un match à enjeu, ou en tout cas un match un peu plus compliqué pour Sabalenka. Rakotomanga a breaké dès le premier jeu de service d'Aryna. Et même elle l'a poussée dans ses retranchements, on voyait Sabalenka était pas sûre de ce qu'elle faisait et Rakotomanga prenait beaucoup de plaisir dans son jeu. Je pense que Rakotomanga voyait vraiment le match point par point et c'est comme ça qu'elle a réussi à accrocher autant ce premier set. Malheureusement elle l'a perdu avec un break de retard. Au deuxième set, Aryna Sabalenka a repris confiance, elle s'est remise dans le moule de numéro 1 mondial et elle a déroulé. Malheureusement, défaite pour Sarah Rakotomanga qui aura quand même montré de très belles choses pour ce premier tableau principal de l'Open d'Australie. On a eu d'autres matchs très intéressants en WTA, notamment Olga Danilovic contre Venus Williams. J'en ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Venus Williams sur TikTok et Instagram si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Venus Williams toujours en forme, toujours rapide sur le court, elle montre le meilleur de ce qu'elle peut faire à son âge. Malheureusement dans le troisième set, elle menait 4-0 et s'est fait remonter 6-4. Olga Danilovic en puissance a attendu, a été patiente, assez en tout cas pour remporter 6 jeux d'affilée et conclure ce match au troisième set. Elle reprend les devants en breakant le dernier jeu de service de Venus sur un jeu de 14 minutes qui était extrêmement serré. Mais je pense que la cadence du match, le physique n'ont pas tenu pour Venus Williams. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir à 45 ans ? Du côté des hommes, Alcaraz a lancé son Open d'Australie. Un match plutôt piégeux dans le sens où Walton jouait vraiment un très bon tennis et faisait vraiment un très bon match. Malheureusement, il tombe sur Carlos Alcaraz qui est bien au-dessus avec Yannick Sinner de tout le reste des joueurs. Ce qui fait que même quand il est un peu en dessous de sa forme physique moyenne, il conclut le match et il gagne. J'ai quand même repéré eu quelques inquiétudes pour Carlos Alcaraz. Notamment dans les repères, mais ça on pouvait s'y attendre. Par contre, quand Alcaraz est vraiment concentré, Walton n'avait absolument aucune chance parce qu'il n'arrive tout simplement pas à suivre la cadence de Carlos Alcaraz, un numéro 1 mondial tout de même. Sur les matchs dont je vous avais parlé qui pouvaient être des matchs intéressants, notamment le Borges Auger-Aliassime, on a malheureusement eu un forfait de la part d'Auger-Aliassime en plein milieu du match. Au niveau des défaites, également une défaite pour Arthur Hinderknecht.
dont je n'avais pas parlé dans la première vidéo, mais que je voyais s'imposer, en tout cas c'était un des deux avec Hugo Humbert que je voyais s'imposer, ou du moins faire un beau parcours à l'Open d'Australie du côté des Français. Malheureusement ça s'arrêtera au premier tour pour lui. De leur côté, Rublev, Medvedev déroulent face à leurs adversaires. Medvedev jouait face à De Jong. Rublev jouait face à Arnaldi et Rublev a fait le Rublev des grands jours. J'ai l'impression quand même qu'il y a du mieux depuis 2025. Personne ne me croit quand je le dis, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un renouveau et que petit à petit, ça va prendre du temps et ça prend du temps, mais il retrouve la confiance, il retrouve l'envie d'être sur un court et surtout, il retrouve un niveau de top joueur mondial tout simplement. Un match dont je voulais absolument vous parler aussi, c'est le match de Stan Wawrinka qui était exceptionnel, l'ambiance était folle. Wawrinka était sensationnel à 40 ans, faire le match qu'il fait, les déplacements qu'il fait, les coups qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Je suis assez émue de savoir qu'il va s'arrêter à la fin de la saison et que je ne l'aurais jamais vu jouer en vrai. Et à son échelle, pouvoir performer en Grand Chelem encore, c'est quand même une très très belle chose et ça fait du bien en vrai au tennis de voir ce genre de profils et de joueurs qui sont absolument légendaires, qui ont gagné des grands chelems, pouvoir toujours performer même à 40 ans. Du côté des anciens toujours, Novak Djokovic, comme dans chaque premier tour de Grand Chelem, est en totale maîtrise. Là où on va commencer à se poser des questions, ça va être arrivé les quarts, demi-finales. Comment est-ce qu'il peut gérer d'avoir enchaîné des matchs, etc. C'est pour ça que les premiers tours, il essaye de les faire plutôt rapidement et de s'en débarrasser, entre guillemets. Débarrasser, c'est un bien grand mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. Pour pouvoir garder le plus possible la forme physique pour les gros matchs et les gros joueurs, les matchs qui vont être très intenses. Côté WTA, une défaite surprenante, tout dépend ce qu'on entend par surprenant. Emma Navarro s'est inclinée face à Magdalinette. Bien que je n'ai pas beaucoup d'espoir en Emma Navarro en règle générale, à part potentiellement à l'US Open porté par son public, je dois avouer que est-ce qu'elle est censée perdre un premier tour face à Magdalinette? Je ne pense pas, soyons honnêtes. De son côté, une autre américaine, Coco Gauff, fait le travail toujours au premier tour. J'avoue avoir quand même un doute sur le service de Coco Gauff. Elle est quand même à 63% de première, ce qui n'est pas négligeable, c'est très très bien. Mais cette double faute, alors est-ce que face à des joueuses plus expérimentées où la pression va plus lui tomber dessus, des joueuses qu'elle a l'habitude de jouer aussi, hein, on va pas se mentir, est-ce que le service va toujours suivre de cette manière? Est-ce que le nombre de double fautes va augmenter? Est-ce que sa première va toujours être aussi efficace? C'est les questions que je me pose et qu'on se pose un peu tous face à Coco Gauff et son service. Elle a tout de même été assez efficace, 73% de points derrière son premier service. La question reste la même, est-ce que ça sera suffisant face aux top joueuses? Il y a eu un autre gros match en WTA, c'était le match Eala-Parks, Parks qui a dominé Eala, un public en feu bouillant, une ambiance soit qu'on peut considérer irrespectueuse, soit qu'on peut considérer comme flamboyante. Ça dépend de ce qu'on aime voir au tennis. Mon petit plaisir en WTA, je l'avoue, c'est Ajla Tomljanovic qui passe son premier tour. Je pense pas qu'elle fera un grand Open d'Australie et qu'elle fera des grandes performances, mais ça me fait plaisir de savoir qu'elle passe au moins le premier tour, je vous avoue. Swiatek qui fait du copier-coller du match d'Aryna Sabalenka et qui se fait peur en se faisant breaker sur son premier jeu de service, mais qui reprend très vite la main, tout comme sa collègue numéro 1 mondiale, et qui remporte ce match assez facilement. Je mélange un peu ATP WTA, mais mesdames et messieurs, Hubert Hurkacz, Ubi est de retour, c'est annoncé. Son match face à Zizouberg était absolument incroyable. 3-1 pour le Polonais. J'ai tellement hâte de le voir jouer son prochain tour. Un autre Français qui a perdu sur abandon cette fois, c'est Hugo Gaston face à Yannick Sinner. Dans tous les cas, il était en train de prendre 6-1, 6-2. Est-ce que c'est parce qu'il était blessé? Telle est la question. Mais je pense qu'il n'aurait pas réussi à maîtriser ce match dans tous les cas. Cependant, pas une victoire qu'on espère pour le numéro 2 mondial. J'ai failli dire numéro 1 mondial. Oups. Pas une victoire comme l'espérait Yannick Sinner. Effectivement, c'est jamais plaisant de gagner un match sur abandon de son adversaire. Je pense qu'il voulait un peu plus se mettre en jambes. Il a sûrement dû demander à Simone et Darren Cahill de réserver des cours d'entraînement juste après, comme il en a l'habitude. Madison Keys, Anna Kalinskaya et Elena Rybakina ont toutes les trois dominé leur match 2-0 assez simplement. J'avoue être un peu déçue des défaites de Boulter et de Evalis du côté de la WTA. Evalis, c'est une joueuse que j'aurais beaucoup aimé voir sur ce tournoi un peu plus parce que je pense qu'elle a vraiment quelque chose à donner et qu'elle a vraiment un niveau qui peut lui permettre de faire des percées comme ça de temps en temps en tournoi. Peut-être pas encore assez pour être constante dans les meilleures joueuses,
mais tout de même. Et Boulter, c'est plus une attache un peu émotionnelle où j'adore cette joueuse, je la trouve tellement adorable en dehors du court que quand elle est sur le court, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle gagne ses matchs. Malheureusement, pas pour aujourd'hui. Parlons rapidement, avant de parler des tours suivants, de Naomi Osaka, qui a fait un plutôt bon match, on va se le dire. Il y a quelques frayeurs tout de même, mais c'est Naomi Osaka. Je pense qu'elle a les cartes en main pour faire un bon Australian Open. Mais parlons de sa tenue, s'il vous plaît. Nous sommes à la Fashion Week. Vogue est on fire. Quand on voit toutes les tenues moches qu'ont servi Nike depuis le début de cette Australian Open, franchement, ça fait tellement plaisir de voir des belles tenues, de voir des entrées comme ça. C'est vraiment un art. Et de mélanger le tennis à la mode, moi, ça me rend très 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 heureuse. Parlons maintenant rapidement des prochains tours. Medvedev jouera Quentin Halys et malgré le fait que je puisse être patriote de temps en temps, je pense que Quentin Halys ne fera pas le travail face à Daniil Medvedev qui fait un début de saison absolument exceptionnel et même une fin de saison 2025 très très bonne. C'est la continuité et je pense que Quentin Halys ne pourra pas combattre ça. Carlos Alcaraz, lui, affrontera Hanfmann, l'allemand. Je pense que Hanfmann n'est jamais un joueur facile à jouer, enfin facile. Jamais un joueur où on passe un bon moment quand on le joue, il est un peu relou sur le terrain, on va pas se mentir. Dans le jeu, je parle, pas dans la personnalité, je ne le connais pas assez pour savoir, pour avoir un avis. Mais je pense que Carlos Alcaraz, comme au premier tour, va faire le travail avec quelques frayeurs, peut-être un break par-ci, par-là de lâcher. Mais une victoire assez aisée. Le français Alexandre Müller, qui a battu Alexei Popyrin justement au premier tour, affrontera Alexander Zverev. Même si je prie tout ce que vous voulez, je croise les doigts, les pieds, les mains pour qu'Alexandre Müller s'impose et que Alexander Zverev sorte de ce tournoi, je pense que ce n'est pas possible et qu'Alexander Zverev n'est pas assez mauvais et n'est pas dans une assez mauvaise phase pour perdre face à Alexandre Müller. Sabalenka affrontera Bai. Pareil, un match assez à sa portée, hein, on va pas se mentir. On va avoir un match, je pense, assez intéressant du côté de Gauff et Danilovic. Si on doit imaginer un scénario fou, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Je serais un peu surprise, mais je me dirais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si Danilovic bat Coco Gauff, je ne suis pas sûre que ça va arriver. Je vous mens pas que je pense que Coco Gauff a quand même les armes pour battre Olga Danilovic. Mais s'il y a bien une surprise qui peut arriver, pour moi c'est celle-ci, parce qu'en vrai pour moi tous les autres têtes de série vont assurer leur match. Un match que je vais surveiller, c'est le Sakkari-Andreeva, parce que Sakkari a montré de très belles choses, notamment United Cup, sur le début de saison. Et je pense qu'elle peut accrocher Andreeva et que je pense pas qu'elle s'imposera, mais parce que Mira Andreeva reste quand même une très très grande joueuse et un très très grand talent, surtout à son âge. Mais je pense que justement l'âge peut jouer, qu'elle peut avoir des phases pareil comme Musetti mentalement où elle va un peu lâcher dans le match et ça peut être une brèche pour Sakkari pour essayer de combattre un peu plus. Cependant, je ne la vois pas s'imposer malgré un très très bon niveau de jeu. Sur un match, tout peut arriver, on ne sait pas. Mais quand même. On va avoir le fameux GA Wawrinka dont je vous parlais, qui est un match qui je pense va être à suivre et qui va être très très intéressant. Rien que pour la significative derrière, c'est la nouvelle génération qui affronte l'ancienne. Une première saison, enfin pas première saison, mais je veux dire un premier tableau principal à l'Open d'Australie et un dernier tableau principal à l'Open d'Australie pour Wawrinka. Ça va être un match chargé d'histoire qui va être extrêmement beau à voir je pense. Et j'espère qu'on va avoir du très bon tennis et qu'ils vont nous régaler. Et enfin, on finit avec Yannick Sinner qui affrontera Duckworth. Je ne sais pas comment ça se prononce. Duckworth. Un match à la portée du numéro 2 mondial, c'est-à-dire que s'il perd, là c'est même plus que la planète elle explose. C'est que je pense que c'est plus que la fin du monde, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de la galaxie, de tout ce que vous voulez. Yannick Sinner ne peut pas perdre ce match, à part s'il finit en fauteuil roulant sur le match. Et qui je sais pas, pète le genou, la cheville. On n'espère pas, on croise le doigt pour que non. Mais voilà, c'est dire un peu la portée du match pour Yannick Sinner. J'espère quand même voir un beau tennis et un match à enjeu qui peut le mettre en forme. Mais bon, c'est la fin de ce premier épisode de Tennis Trip où on débriefe le premier tour de l'Open d'Australie. Je vous retrouve très très bientôt pour la deuxième vidéo, le deuxième épisode de cette série où on débriefera le deuxième tour et on fera un peu les attentes pour le troisième tour. N'hésitez pas à me dire, vous, vos avis sur les matchs du premier tour et ce qui peut se passer au deuxième tour dans les commentaires. Je vous attends, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et à vous abonner aux autres réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Bisous!